Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live, le Facebook Live de la radio. Sommaire de cette édition, la loi sur les séparatismes. En fin d'après-midi, Emmanuel Macron recevra les responsables des cultes. Nous serons en direct dans quelques secondes avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Le premier débat télévisé de la présidentielle américaine également au sommaire de ce 14h. Le journaliste et écrivain André Berkoff nous livrera son point de vue dans quelques minutes. Deux invités vers 14h17. On parlera des communautés juives du bout du monde, de Madagascar à Cochin, avec l'anthropologue Edith Bruder et l'éditeur Julien Darmon. On fera également le point sur les procès des attentats de janvier 2015, sur les nouvelles accusations de Benjamin Netanyahou contre le Hezbollah à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et puis en fin d'édition, comme tous les mercredis, la chronique ping-pong avec le communicant Franck Tapiro. Voilà, vous savez tout du sommaire de cette édition. Tout de suite, on fait le point sur les dernières infos. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. Emmanuel Macron, Gabriel recevra donc en fin d'après-midi les représentants des cultes à l'Élysée. Un entretien à 2 jours de la présentation de sa stratégie de lutte contre les séparatismes. Le grand rabbin de France, Chaim Corsia, les responsables du Conseil français du culte musulman, de la Conférence des évêques de France, catholique, de la Fédération protestante de France, le métropolite orthodoxe Emmanuel Adamakis sont notamment attendus à l'Élysée et le chef de l'État devrait présenter un projet de loi à l'automne. Ce dossier fait partie des priorités de la fin de son quinquennat. Nous sommes en ligne avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Bonjour et Shana Tova. Bonjour, Shana Tova. Merci d'avoir accepté, monsieur le grand rabbin, d'intervenir sur Radio J cet après-midi. Vous serez donc reçu en fin de journée à l'Élysée par le président de la République. Emmanuel Macron doit présenter dans 2 jours sa stratégie de lutte contre les séparatismes. Que direz-vous au chef de l'État ? Nous avons eu un entretien avec le président Joël Mergui ce matin avec le ministre de l'Intérieur et qui nous a présenté les grandes lignes de ce que sera ce projet. C'est le président qui va nous les présenter, mais les grandes lignes, c'est tout de même être capable de lutter contre la pulsion de rejet de la République de certains sans percuter la réalité sereine que vivent la grande majorité de nos concitoyens et qui sont justement empêchés au quotidien de vivre cela. Tous ces refus de l'espace commun qui s'appelle la République deviennent insupportables pour tous. Donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Je pense que le président va nous montrer le côté positif et le côté nécessaire de cette loi avec le zeste d'intelligence qui permettra de n'impacter aucune réalité qui fonctionne bien. Monsieur en réalité, il faut garder ce qui fonctionne bien et ne pas s'acharner sur ce qui ne marche plus. Et estimez-vous, monsieur le rabbin, que le terme de séparatisme au pluriel soit bien choisi ? Certains regrettent, comme l'inspecteur de l'éducation nationale Jean-Pierre Aubin, qu'on n'ait pas clairement parlé finalement d'islamisme radical, qui sera pourtant très probablement l'objet principal de ce projet de loi. Pardon, mais le ministre de l'Intérieur a été très clair ce matin, il a parlé d'islamisme radical, le président également. Il a dit il y a quelques jours, ne nous voilons pas la face, il s'agit de lutter contre l'islamisme radical. La question, c'est ridicule de ne pas utiliser ce moment de la construction d'une loi pour ne pas lutter contre toutes les formes de rejet de la République. In fine, je ne pense pas que ce mot sera choisi, bon, parce que ça voudrait dire qu'il y a une autre façon de vivre que la façon républicaine, or il n'y en a pas. C'est le credo profond que nous avons dans le judaïsme, dont je vous rappelle, le consistoire a comme devise religion et patrie. Et donc, c'est dans le renforcement de la République que le judaïsme vit de la manière la plus sereine qui soit. Un dernier mot sur le procès des attentats de janvier 2015. Lundi, une des avocats de la défense a demandé que les avocats des parties civiles absents pour le jour de Kippour soient testés contre la Covid-19. Maître Coutempère évoquait les risques de contamination accrue dans les rassemblements religieux. Quelle réaction ce genre de propos suscite chez vous, monsieur le grand rabbin ? Bon, déjà, on n'est pas obligé de dire le nom des imbéciles, ça leur fait de la publicité. Deuxièmement, je pense que on voit bien que c'est une autre façon de cacher les choses terribles qui ont été dites dans ce procès, et notamment l'assassin de l'hypercacher qui a dit, et c'était le témoignage bouleversant de la jeune caissière de l'hypercacher, qui a dit « Je ne vous aime pas parce que vous êtes juif et parce que vous êtes français ». C'est cette réalité que ce genre d'incident de séance cherche à cacher. Il s'agit ici de faire le procès de la haine de la France, qui prend trop souvent le visage de la haine des Juifs, et d'établir des vérités me semble beaucoup plus important que d'ergoter
sur des remarques scandaleuses, disons les mots, minables. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Chaim Corsia, d'avoir répondu à nos questions. Bon après-midi et Shana Tova. La suite de l'actualité en France, plus de 8000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures, Gabriel. La circulation virale est toujours en forte progression avec des données particulièrement inquiétantes depuis plus de 2 semaines. Augmentation des cas chez les 65 ans, des signalements en EHPAD, des taux de positivité des tests élevés qui s'élèvent 7,5% au 28 septembre et des cas confirmés. 85 décès ont été recensés hier, dont 26 en EHPAD. La situation sanitaire se dégrade significativement en France, a averti hier le Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale, appelant les Français à respecter scrupuleusement les gestes barrières et le port du masque. 21e jour du procès des attentats de janvier 2015. On retrouve tout de suite Michel Zarib en direct depuis le tribunal de Paris. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. La Cour s'intéresse depuis ce matin aux armes ayant servi à commettre les attentats. Oui, les armes et un homme. Un homme particulièrement cité, il s'appelle Claude Herman. Il est en prison. Il a été condamné en 2019 à 8 ans de prison pour trafic d'armes. Et c'est cet homme dont justement les experts et notamment les agents déposants ce matin devant la Cour ont essayé de montrer les liens qui existaient entre le vendeur d'armes et les accusés dans le box des accusés. Alors c'est vrai que Claude Herman, c'est un peu l'absent de ce procès. C'est un individu très particulier, un ancien de l'extrême droite qui est devenu trafiquant d'armes et qui est très largement lié aux armes qui ont été retrouvées notamment dans l'arsenal à l'Hypercacher, l'arsenal détenu par Amédi Koulibaly. Donc un débat très technique qui s'est ouvert ce matin et qui va se poursuivre d'ailleurs cet après-midi pour montrer s'il existe véritablement de liens entre les vendeurs d'armes, la filière des vendeurs d'armes et les accusés sur le terrain avec, dans le box des accusés, des hommes qui disent n'être toujours et encore que des braqueurs, des petits escrocs et qui ne sont pas liés du tout, faut le dire, Steve, à l'entreprise terroriste. Mais de cela, il va être question dans les prochains jours avec les interrogatoires très précis des mise en accusation. Merci Michel, on vous retrouvera normalement tout à l'heure dans le flash de 16h. La suite de l'actualité maintenant, une actualité internationale particulièrement chargée aux États-Unis. Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés cette nuit lors d'un premier débat télévisé, un peu plus d'1 mois de la présidentielle américaine. L'échange a été ponctué par de nombreuses insultes et piques verbales. Le débat a d'abord tourné autour de la gestion de la pandémie de coronavirus. Joe Biden a attaqué, le président n'a aucune stratégie, aucune proposition. Il savait la virulence du virus. Il n'a pas averti les Américains pour ne pas qu'ils paniquent. Trump lui a alors répondu: vous ne pensiez pas que nous aurions dû fermer notre pays à la Chine parce que vous pensiez que c'était terrible. Nous avons fait un excellent travail, mais je vous le dis, Joe, vous n'auriez jamais pu faire le travail que nous avons fait. Et ensuite, les révélations du New York Times sur les impôts non payés par le président américain ces dernières années ont été évoquées. Le chef de l'État a indiqué qu'il avait payé des milliards de dollars d'impôts, soulignant que s'il avait bénéficié de niches fiscales, ces dernières auraient été mises en place par ses prédécesseurs. Les deux candidats se sont régulièrement coupé la parole. L'inimitié entre les deux était facilement perceptible. Et on va écouter un extrait de ce débat particulièrement musclé cette nuit. Nous croyons en l'ordre public, mais pas vous. Les 10 premières villes, les 40 premières villes sont dirigées par des démocrates qui, dans de nombreux cas, sont de la gauche radicale. Et vous êtes leur marionnette, Joe, à tel point que vous ne voulez plus rien dire sur l'ordre public. C'est le caniche de Poutine. Vous avez le dernier mot. C'est difficile de l'avoir, le dernier mot, avec ce clown. Excusez-moi, cette personne, voilà ce qui se passe. Le fait est que tout ce qui est dit jusqu'à présent n'est qu'un mensonge. Je ne suis pas ici pour dénoncer ces mensonges. Tout le monde sait que c'est un menteur. Je ne vais pas répondre à la question. La question est: allez-vous vous taire ? Voilà un débat particulièrement musclé cette nuit entre Joe Biden et Donald Trump. On va être en ligne dans quelques instants avec l'écrivain et journaliste André Berkoff qui connaît bien cette question. On me dit en ligne, on me dit en régie qu'il n'est pas encore avec nous. On le retrouvera dans quelques instants. On va continuer à traiter de l'actualité maintenant avec l'actualité israélienne. Gabriel, le bilan du coronavirus continue de s'aggraver. Le ministère israélien de la Santé a enregistré 1500
547 décès de la Covid-19 au total depuis le début de la pandémie. 4953 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus les dernières 24 heures, soit environ 15% de tests positifs dans le pays. L'État hébreu compte 65 149 cas actifs, dont 810 cas graves et 210 personnes sous assistance respiratoire. Et le directeur général du ministère de la Santé a déclaré aujourd'hui au personnel hospitalier qu'il mettrait en œuvre un plan pour augmenter la capacité de lits du pays à hauteur de 1500 lits d'hôpitaux supplémentaires qui seraient disponibles. Et le cabinet coronavirus se réunira à nouveau aujourd'hui à 16h heure locale. La prolongation du confinement au-delà de la fin de Simchat Torah pourrait être évoquée. Le coordinateur coronavirus Roni Gamzou devrait lui présenter des données pour assouplir les restrictions du confinement. Selon Chanel 12, cette levée de restrictions arriverait à la condition que le nombre de nouveaux cas quotidiens passe sous la barre des 2000, que le taux d'infection soit de 8% et que le nombre de cas graves soit inférieur à 300. Et puis ces chiffres dans une communauté qui nous intéresse tout particulièrement et qui a beaucoup souffert du coronavirus lors de la première vague, un tiers des personnes infectées par la Covid-19 fait désormais partie de la communauté orthodoxe. Des données révélées par le directeur général du ministère de la Santé. Selon Chézy Lévy, un taux énorme de contamination a été constaté dans certains rassemblements religieux, alors que le retour des étudiants de Yeshiva après les fêtes pourrait conduire à une nouvelle augmentation de la morbidité. Le responsable a exprimé son inquiétude également concernant la fête de Soukhot qui débutera vendredi soir. Chézy Lévy a affirmé que les différentes célébrations et traditions relatives à cette fête pourraient entraîner une augmentation de la morbidité virale. Et puis Gabriel, on termine avec du football. Le Maccabi Tel Aviv affronte ce soir Salzbourg en match retour de la Ligue des Champions. Le club israélien s'était incliné 2-1 à l'aller à domicile à Tel Aviv. Le groupe de Yorgos Donis se présentera 111 joueurs positifs au coronavirus, dont le défenseur central Tal Ben-Haim. Les chances de se qualifier pour le Maccabi sont minces, mais il pourrait cependant être qualifié pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Merci Gabriel. 14h12, on s'envole tout de suite pour Israël, où nous attend notre correspondante permanente sur place. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadja. Pascal, Benjamin Netanyahou a de nouveau créé l'événement hier à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il a visé cette fois la milice chiite terroriste libanaise, le Hezbollah. Avant de vous céder la parole, Pascal, on écoute un extrait de l'intervention du Premier ministre israélien. Nous avons tous vu la terrible explosion au port de Beyrouth le mois dernier. L'explosion s'est produite ici. C'est le port de Beyrouth. 200 personnes sont mortes. Des milliers de personnes ont été blessées et 250 000 de personnes se sont retrouvées sans abri. Maintenant, voici où la prochaine explosion pourrait avoir lieu. Ici. C'est le quartier de Jana à Beyrouth. C'est juste à côté de l'aéroport international. Et ici, le Hezbollah détient un dépôt d'armes secret. Voilà, Benjamin Netanyahou hier, lors d'une intervention virtuelle à l'Assemblée générale des Nations Unies. Pascal, quel est l'objectif de Benjamin Netanyahou à travers cette intervention ? L'objectif de Benjamin Netanyahou est clair en ce qui concerne effectivement sa ligne permanente, constante vis-à-vis du Hezbollah, c'est-à-dire de dénoncer une organisation qui se présente comme une organisation politique légitime à l'intérieur du Liban et qui tient en fait le Liban en otage, et pas seulement le Liban, mais aussi la sécurité d'Israël avec ses dépôts d'armes et notamment de missiles de précision stockés directement à Beyrouth. Donc après, évidemment, la catastrophe du mois d'août que le Premier ministre israélien a rappelé, il escompte une oreille plus attentive et plus réceptive de la part de la communauté internationale pour agir cette fois réellement. On ne parle plus d'un mythe ou de rumeurs, mais de la réalité, de la menace sécuritaire que représente le Hezbollah, d'abord pour la population libanaise et d'abord pour la population de Beyrouth. Est-ce que des frappes militaires israéliennes sont envisageables à moyen terme contre ces installations du Hezbollah? C'est tout le problème, justement. On a vu les dégâts épouvantables causés par l'explosion accidentelle des réserves de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth début août. Il est difficile d'imaginer, même avec la précision des armements israéliens, une manière de neutraliser ces arsenaux ou ces unités de production de missiles de précision sans déclencher une catastrophe en zone urbaine. Et c'est bien le problème, c'est que le Hezbollah utilise la population
population beyrouthenne comme bouclier humain. Donc là, il est effectivement beaucoup plus réaliste d'envisager des pressions internationales, des pressions extérieures. La France, notamment, qui s'implique maintenant dans la restauration du Liban, de ses institutions, de son gouvernement, aurait peut-être là effectivement un rôle à jouer vis-à-vis du mouvement chiite pro-iranien. Un dernier mot, Pascal. Est-ce que le Hezbollah risque de nouvelles sanctions des Nations Unies après ces révélations israéliennes ? C'est aussi évidemment un des objectifs recherchés par le Premier ministre israélien. On a vu jusqu'à présent la timidité, pour ne pas dire le scepticisme de l'organisation internationale à chaque révélation israélienne. On se souvient des archives secrètes nucléaires iraniennes qui avaient été récupérées par le Mossad et qui n'avaient pas finalement donné lieu à des mesures de rétorsion particulières à l'égard de l'Iran. Donc évidemment, là encore, les chances de voir une action internationale restent encore assez limitées. Merci beaucoup Pascal Zunchen, on vous retrouvera demain avec grand plaisir pour un nouveau direct de Jérusalem. 14h16, nous sommes maintenant en ligne avec l'écrivain et journaliste André Berkoff. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur notre antenne. André Berkoff, vous connaissez très bien les États-Unis et Donald Trump en particulier. Vous lui avez d'ailleurs consacré un livre en 2016 intitulé Les raisons de la colère. On a parlé il y a quelques instants du débat télévisé d'hier soir. Quel regard portez-vous sur ce débat très musclé entre le président américain et son adversaire démocrate Joe Biden ? Oui, alors, il faut peut-être essayer de regarder ou d'entendre au-delà, effectivement, des horizons des implications. Alors, ils se sont envoyés des noms d'oiseaux. En deux mots, d'abord, les attitudes. Biden il parlait de « il ». Il ne regardait pratiquement pas Trump. Il ricanait chaque fois que Trump parlait. Et après, il était ce clown, ce menteur, ceci, cela. Et puis, regardez, c'est intéressant, il était en campagne. Il regardait la caméra au fond des yeux en disant « les Américains, votez, votez ». Et Trump, lui, il a attaqué effectivement, la jugulaire sur l'Ukraine, etc. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que je crois que Trump s'adressait à un public très précis, les blacks et les latinos. Et puis évidemment les militaires, etc., les policiers, bien sûr. Il y avait d'un côté la loi et l'ordre. Il n'a pas cessé de répéter à Biden, qui vous avez derrière vous, du côté de la loi et de l'ordre. Est-ce que vous êtes pour la loi et de l'ordre, etc. André Berkoff, les Noirs et les Latinos, ce sont les indécis de ce scrutin ? Ah ben écoutez, c'est très simple. Jusqu'à présent, les Noirs votaient à 90% démocrates, les Latinos en grosse majorité démocrate. Tout le pari de Trump, on verra s'il le gagne ou pas, ça rien n'est joué, c'est de faire basculer 20 à 30% de l'électorat noir et pas mal d'électorats latinos vers lui. S'il y arrive, il a gagné. C'est très clair. Alors, effectivement, on ne peut pas le dire, mais moi, ce que j'ai senti, si vous voulez, encore une fois en creux, c'est de dire, regardez ce que j'ai fait pour les bas salaires, regardez ce que j'ai fait pour le chômage, regardez même, et le Covid, bon, il y a eu le Covid qui a tout stoppé, mais on va rattraper avec les vaccins. Alors évidemment, c'est de bonne guerre, je ne dis pas qu'il l'aura ou pas, c'est le langage électoral. Mais si vous voulez, Trump, en fait, s'est dit, écoutez, voilà, mon bilan c'est ça, voilà ce que je veux faire. Et j'ai fait, alors c'est son slogan. André Berkoff, jusque-là, jusqu'au débat de cette nuit, Joe Biden était donné favori dans la plupart des sondages, ce qui ne présage pas d'ailleurs forcément de sa victoire. Il y a pas mal de débats autour de certaines séquences du débat d'hier soir, notamment cet appel de Donald Trump aux militants d'extrême droite, les Proud Boys, à se tenir prêts. Ça mériterait un large débat. Un mot peut-être avant de nous quitter sur Joe Biden favori. Excusez-moi, il n'a pas dit du tout aux Proud Boys de se tenir prêts. Parce que, vous voyez, là aussi, il y a une formidable déformation quand même des trucs. Moi, j'ai écouté le débat complètement. Chris Wallace lui demandait, est-ce que vous êtes d'accord pour dire à l'extrême droite, au sous-massif blanc, de se tenir à carreau? Et il a dit absolument, et tout à fait, tenez-vous à carreau. Il n'a pas dit tenir prêt au sens... Et il a dit, attendez, pourquoi vous ne parlez pas de Black Lives Matter et pourquoi vous ne parlez pas des antifas?
Il n'a pas dit les deux. Vous n'avez pas perçu. En tout cas, c'est la traduction qui a été largement diffusée. C'est à la fois de se tenir à l'écart du scrutin, mais aussi de se tenir prêt. Alors tenir prêt à quoi, on ne sait pas. C'est justement ce qui suscite l'inquiétude. Oui, tenir prêt à quoi, ils vont faire la résistance et battre l'ordre américain. Non, je crois que c'est pas ça. Enfin. Oui, mais vous avez une question, pardon. Non, je vous disais, et il nous reste quelques secondes, est-ce que, malgré ce statut favori, Joe Biden peut encore perdre ? Il peut encore perdre. Je vais vous dire, rien n'est joué. Rien vraiment au stade. Il y a encore 2 autres débats, comme vous le savez. Et à mon avis, rien n'est joué. Et franchement, encore une fois, n'oubliez jamais que la veille du scrutin en 2016, les sondages donnaient 90% des sondages donner Hillary Clinton gagnante à 85%. Et on connaît la suite. Merci beaucoup André Berkoff d'avoir été sur Radio J cet après-midi. Et à très bientôt. 14h22, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de Radio J. Steve Nadjar au micro. Tout de suite, le grand entretien de cette édition et 2 invités à mes côtés en studio, Edith Bruder et Julien Darmon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Edith Bruder, vous êtes historienne, ethnologue, anthropologue, chercheuse associée à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Julien Darmon, vous êtes responsable d'édition chez Albin Michel au département spiritualité. Vous êtes également spécialiste de pensée juive et de Kabbale en particulier. Et nous vous recevons à l'occasion de la parution d'un très beau livre. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, un livre absolument fantastique chez Albin Michel, Juifs d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière, un ouvrage que vous dirigez, Edith Bruder, après avoir notamment publié un autre ouvrage chez Albin Michel sur les Juifs noirs d'Afrique. On a dit du peuple juif qu'il était un peuple libre, c'est aussi un peuple monde, et vous en faites l'illustration spectaculaire dans votre livre. Pourquoi avoir choisi de réunir autour de vous ce collectif de chercheurs pour raconter le destin de Juifs de Cochin ou de Crimée? Alors, l'histoire de ce livre, elle a trouvé son origine dans un constat. Le constat, c'est que on réduit peut-être un petit peu à la va-vite le peuple juif et les différentes identités aux identités ashkénazes et séfarades. Comme on le voit dans cet ouvrage, il y en a bien d'autres. Il y en a des très diverses. Et en fait, l'objectif de ce livre, c'est de mettre en avant, non pas toute la diversité, parce que c'était beaucoup trop important. Un pari impossible. Oui. Mais vous n'en êtes pas loin quand même, non ? On a fait le maximum. On s'est embarqué avec Julien dans une grande aventure. Julien Darmon, vous expliquez en quelques pages lumineuses que ces juifs dispersés participent en fait du point de vue de la religion du judaïsme à un grand dessein au projet divin. Lequel ? Oui, en réalité, si on prend même d'un point de vue strictement historien, le judaïsme post-biblique s'est développé géographiquement, certes, au-delà de la terre d'Israël, mais aussi théologiquement, c'est-à-dire que les rabbins du Talmud ont élaboré toute une théologie de la dispersion qui est en fait un projet de délivrance universelle qui rivalise avec le christianisme. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que la dispersion des Juifs dans le monde entier est un bien pour l'humanité, parce que c'est justement ce qui va contribuer à diffuser des idéaux et le peuple juif, même le Maharal de Prague dit de manière très surprenante, il dit le peuple juif a vocation à se nourrir de toutes les cultures du monde pour les révéler à l'universel. Et des communautés qui sont partie intégrante du judaïsme et de son histoire. Est-ce que la pérennité, je vous pose la question à tous les deux, de ces diasporas est menacée à la fois par l'assimilation, la politique culturelle de certains gouvernements, ou, toute autre raison, par des mouvements de déplacement vers Israël, des mouvements de Aliyah ou de Aliyot? Il est certain que parmi les groupes que nous avons étudiés et présentés, de très nombreux groupes ont rejoint Israël. C'est le cas des Béné Israël de la côte du Konkan en Inde, où il n'en reste quasiment plus. Il y en a 80 000 en Israël et 3 000 en Inde. Mais ça n'est pas toujours le cas. Voilà, ça c'est un très bon exemple. Il y en a bien d'autres. On traite dans cet ouvrage, j'ai traité des Juifs africains. De très nombreux groupes se forment qui adhèrent au judaïsme en Afrique subsaharienne. Il y en a peu
qui pensent à faire une alia. Ils veulent être des juifs africains. Ça peut paraître étonnant, peut-être qu'ils ne veulent pas le tenter non plus parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur succès. Est-ce qu'il existe, on va terminer avec ce point-là, est-ce qu'il existe, par-delà leurs différences, une sorte d'identité commune à toutes ces communautés dont vous racontez l'histoire dans ce livre, Julien Darmon puis Edith Bruder? Or, le point commun, qui peut paraître tautologique, mais qui est très signifiant, c'est qu'ils veulent tous être juifs. Quelle que soit la chose qu'ils mettent derrière, est-ce que c'est un sens religieux, est-ce que c'est un sens historique, est-ce que c'est un sens ethnique, est-ce que même c'est un sens génétique, est-ce que c'est un rapport à l'État d'Israël, est-ce que c'est un rapport à la Bible, ils veulent être juifs. Et au-delà de la question de savoir est-ce que c'est légitime ou pas, ça doit nous interroger, nous, juifs classiques, entre guillemets, sur, voilà, qu'est-ce que c'est que ce 20e et ce 21e siècle, où dans le monde entier, il y a des gens dont on n'aurait jamais soupçonné la judéité, qui aujourd'hui revendiquent un lien avec le peuple juif. Ça doit nous interroger quand même. Edith Bruder. À cette époque qui est la nôtre de la mondialisation, il est certain que ces groupes illustrent en eux-mêmes le multiculturalisme de notre époque. Donc en fait, cette notion de diaspora, qui est très ancienne, est tout à fait moderne finalement. Est tout à fait contemporaine. Donc en fait, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est ça, c'est le multiculturalisme de ces diasporas et le fait qu'elles soient complètement intégrées dans le monde contemporain. Encore peut-être un dernier mot avant de donner la parole à Franck Tapiro dans quelques instants. On a parlé d'Israël. Quelle est la politique du gouvernement, ou en tout cas plus globalement des autorités israéliennes, par rapport à cette communauté? Est-ce qu'il y a la volonté qui est traditionnelle dans l'État d'Israël de tout faire pour finalement ramener vers le centre qui serait Israël toutes ces communautés diasporiques? En réalité, ça dépend beaucoup de qui est au gouvernement. Et c'est un sac de nœuds, si vous me permettez l'expression, au sens où c'est vraiment au croisement de la halakha, de la loi juive classique, de diverses idéologies religieuses ou sionistes religieuses, et de comment est-ce qu'elles abordent aujourd'hui la notion des tribus perdues, et des impératifs purement politiques de peuplement dans les territoires ou dans des villes de développement. Et effectivement, l'attitude n'est pas la même suivant qu'on s'adresse à des communautés très anciennes ou à des communautés très nouvelles, et suivant que ces dernières viennent d'Inde ou d'Afrique. Un dernier mot, Edith Bruder. Le ministère des Affaires de la diaspora s'est penché a réuni des chercheurs et des religieux sur le sujet en 2015. Il y a eu quelques recommandations. À ma connaissance, à ce jour, il n'est jamais sorti de rapport. Merci beaucoup Edith Bruder et Julien Darmon d'avoir été mes invités cet après-midi. Je rappelle le titre de votre très beau livre collectif Juifs d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière, paru chez Albin Michel, un livre dont je recommande chaleureusement la lecture à nos auditeurs. 14h30 sur Radio J, vous retrouverez dans quelques ondes Hélène Schumann. Mais avant cela, le rappel des titres. Gabriel Attal, rebonjour. Et on démarre ce point rapide sur l'actualité avec la réception des responsables des cultes par Emmanuel Macron cet après-midi. Exactement, Steve. Rebonjour, bonjour Steve. Hélène. Et bonjour Hélène. Emmanuel Macron donc recevra en fin d'après-midi les représentants des cultes à l'Elysée. Un entretien à 2 jours de la présentation de sa stratégie de lutte contre les séparatismes. Le grand rabbin de France, Chaim Corsia, les responsables du Conseil français du culte musulman, de la Conférence des évêques de France, de la Fédération protestante de France et le métropolite orthodoxe Emmanuel Adamakis seront notamment présents. Le chef de l'État devrait présenter un projet de loi à l'automne et ce dossier fait partie des priorités de la fin de son quinquennat. Et le débat entre Donald Trump et Joe Biden cette nuit, les deux candidats se sont affrontés lors d'un premier débat un peu plus d'un mois de la présidentielle américaine. L'échange a été ponctué par de nombreuses insultes et piques verbales. Le débat a d'abord tourné autour de la gestion de la pandémie de coronavirus. Joe Biden a attaqué son adversaire. Le président n'a aucune stratégie, aucune proposition. Il savait la virulence du virus et il n'a pas averti les Américains pour ne pas qu'ils paniquent. Trump lui a alors répondu immédiatement
immédiatement, vous ne pensiez pas que nous aurions dû fermer notre pays à la Chine parce que vous pensiez que c'était terrible. Nous avons fait un excellent travail, mais je vous le dis, Joe, vous n'auriez jamais pu faire le travail que nous avons fait. En Israël, le bilan du coronavirus continue de s'aggraver. Le ministère de la Santé a enregistré 1547 décès au total depuis le début de la pandémie. 4953 personnes ont été diagnostiquées positives à la Covid-19 les dernières 24 heures. L'État hébreu compte plus de 65 000 cas actifs, dont 810 cas graves et 210 sous assistance respiratoire. Et le cabinet coronavirus se réunira à 16h heure locale. La prolongation du confinement au-delà de la fin de Simchat Torah pourrait être évoquée. Merci Gabriel Attal, 14h32, tout de suite, Ping Pong. Ping Pong, c'est tous les mercredis, la chronique du communicant Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve. Et encore Shana Tova. Shana Tova. Franck, vous avez, comme nous, suivi avec attention le débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden aux États-Unis. Le fond a été peu abordé et c'est la forme qui interpelle aujourd'hui. Franck, quelle a été la stratégie de communication choisie par les deux adversaires ? Je pense que c'est même pas une stratégie de communication. Je pense que ce débat est le reflet des États-Unis aujourd'hui et malheureusement un peu partout dans le monde. C'est l'extrême violence et la brutalité. Et quand on en arrive pour un premier débat tellement attendu, à autant de violence, autant de brutalité, autant d'invectives, finalement de sortir il manquait juste qu'ils se mettent une paire de claques. À la limite, ça aurait été au bout. Moi, j'aurais préféré, parce que moi, ça aurait été cohérent. Extrême brutalité, Franck, et extrême polarisation aussi des États-Unis. Extrême polarisation, enfin, c'est les États désunis d'Amérique. Jamais on a vu une opposition pareille. Parce que, encore une fois, c'était pas un débat, c'était un combat. C'est complètement différent. Aux États-Unis, c'est pas comme le bicamérisme anglais, mais il y a toujours eu deux partis, même s'il y a des petits partis à côté, mais ça finira toujours par les démocrates face aux républicains. Mais il y a une forme de dialectique entre eux. Il y a une forme, je ne vais pas d'entente cordiale, mais presque. On s'oppose, mais on va pas se fracasser, comme on dit. C'est pas une bagarre. Là, on assiste à une bagarre qui avait déjà commencé, faut pas l'oublier quand même, avec Hillary Clinton, où les 4 débats étaient épouvantables pour Hillary Clinton, et Trump continuait d'écraser son adversaire en permanence. Il a fait aux primaires, et là il continue, et là avec Biden, son seul truc c'est quoi ? Décrédibiliser, humilier, discréditer et mépriser son adversaire. Alors vous parliez, Franck, d'Hillary Clinton en 2016. Joe Biden, qui est généralement assez policé dans ses interventions, est-ce qu'il a eu tort finalement de se placer hier soir au niveau de Donald Trump ? Il a traité son adversaire de clown, de menteur, de caniche de Vladimir Poutine. Est-ce que vous, en tant que communicant, si il vous avait contacté, vous l'auriez conseillé d'opter pour cette stratégie, ou en tout cas cette manière ? Absolument pas, c'était la grave erreur qu'il ne fallait pas commettre. Exactement comme Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy, c'est en 2007. S'énerver, la colère, il y a des colères acceptables, des colères... non, c'est pas possible, il n'y a pas des colères justes. Et surtout face à Trump, où il vous amène dans son camp. C'est Dark Vador. Et il faut que Luke Skywalker ne tombe pas du mauvais côté de la force. Et là, Biden a joué exactement là où voulait que Trump joue. Donc c'est une victoire pour Trump. Après cette première pour moi, c'est une victoire réelle pour Trump, mais tout simplement pas une victoire pour Trump, c'est une victoire par défaut. Parce que Biden a oublié d'être Biden. Il y a un moment où il a été intelligent, c'est quand il a regardé la caméra en disant, écoutez, moi je suis pas venu pour débattre avec ce clown, je suis venu pour vous regarder dans les yeux. Ça, c'était malin. Mais c'est aussi une fuite. Les Américains se disent, il n'ose pas débattre, donc il nous parle. Mais qu'il débatte avec Trump, et Trump posait des questions, l'autre ne répondait pas. Donc en fait, il s'est défaussé, Biden. Et malheureusement, je connais la mentalité américaine un petit peu, parce que j'avais donné à l'époque Trump bien avant les primaires. Les Américains ne vont pas aimer ça, parce qu'ils aiment le courage. Ils aiment même quand les gens ils sont pas d'accord. Il a eu peur, que Joe Biden a eu peur finalement d'affronter Trump tout en gardant une certaine maîtrise de soi. Mais non seulement il a eu peur, mais en plus il est tombé dans le piège, parce qu'en le traitant de clown et en lui disant est-ce que tu peux la fermer, pour moi il a fait ce que Trump fait. Et je suis désolé, mais Trump, il y a que Trump qui le fait, il le fait bien. Et là-dessus, il a perdu Biden. Qu'est-ce qu'il devrait faire qu'est-ce que devraient faire d'ailleurs les deux candidats pour le deuxième round, le deuxième débat télévisé, alors que dans quelques jours aura lieu le débat télévisé entre les candidats à la vice-présidence. Alors j'ai fait un peu d'humilité, parce que pour bien connaître ça, pour avoir connu d'autres débats, c'est très très compliqué. Vous savez, c'est le débat d'une vie parfois, et regardez, on peut passer à côté de moi président, et au bout du 3e mois président, Nicolas Sarkozy se met à écrire, et il ne voit pas que François Hollande est en train de gagner le débat. Ça se joue avec des petites choses, parfois totalement improvisées, c'est que de l'émotionnel. Donc on a beau être extrêmement préparé, si émotionnellement on n'est pas costaud, si dans sa tête on n'est pas costaud, c'est le mental qui fait tout. Faut être préparé aussi à l'imprévu. Mais surtout l'imprévu. Non, en fait, on va dire, si vous n'êtes pas
préparé à l'imprévu, vous perdez quoi qu'il arrive. La preuve, quand à un moment Ségolène Royal s'emporte et Nicolas Sarkozy, calmez-vous Madame Royal, calmez-vous, il faut pas s'énerver. Mais bien sûr, il y a les colères. Non, c'est fini. À partir de ce moment-là, c'est fini, ça peut durer 3 heures de plus et elle perd encore avec un score pire. Comme le pétage de plomb intégral de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Aux États-Unis, c'est encore plus clivant. Parce qu'aux États-Unis, il y a des codes. Vous savez, c'est une société avec des codes. Il faut entrer dans ces codes, il faut ticker toutes les cases. Et en fait, hier, Donald Trump n'a pas fait exploser ses codes en 4 ans? Non, mais pas du tout. Mais Trump, il est sur sa partition. Il n'en a qu'une. Il n'en aura qu'une. Faut pas rêver. Trump fera du Trump. Et s'il regagne derrière? Alors s'il regagne, on sera tous, encore une fois, moi j'avais prévu sa victoire pour 8 ans. Il y a 5 ans. Donc au moins, voilà, c'est enregistré. Donc voilà. Je ne souhaite pas ou pas. C'est pas ça. C'est que je pense il correspond à l'esprit des États-Unis du moment. Biden, c'est encore les deux côtes, c'est côte est, côte ouest. Et alors que Donald Trump s'adresse à tous ceux qu'on n'écoute jamais, tous ceux qu'on ne voit jamais, tous ceux qu'on ne connaît pas aux États-Unis, qui représentent un maximum de votants. Même s'il a eu 2 millions de votes, un peu plus de 2 millions de votes en moins qu'Hillary Clinton, il a gagné. Pour vous dire que les grands électeurs ont voté pour lui. C'est pas comme en France. Donc il faut convaincre les grands électeurs. Et là, hier, il s'est passé un truc, c'est que Biden, il a un problème de positionnement, il est où? Donc on sait très bien, alors, par rapport à la gauche radicale de son parti démocrate, il a un problème parce que il dit qu'il les met de côté, mais il sera obligé de pactiser avec eux s'il gagne. Et de l'autre côté, malin, Trump, il a dit, moi je ne tape pas sur le white supremacisme, moi je ne dis rien dessus. Donc il ne les condamne pas, il ne les approuve pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont aller surveiller le scrutin. Hier, il a balancé une petite mine antipersonnelle extraordinaire, c'est le complot. Il va y avoir des fraudes. Pourquoi? Du vote par correspondance. Parce que les démocrates votent plus par correspondance que les républicains qui votent le soir de l'élection. Et donc déjà, il met le doute dans le camp adverse comme s'il était challenger. Et le génie, excusez-moi, de Trump, c'est qu'il est le président en place et il s'est positionné comme le challenger. Ce qui lui permet peut-être de ne pas assumer une partie de son bilan. Mais c'est ça, c'est un coup de génie de communication politique. Franck Tapiro tous les mercredis sur Radio J. Bonjour. Merci Franck. On peut le refaire, il n'y a aucun problème. Merci Franck. Et bonne journée. Voilà, c'est la fin de ce 14h un peu plus long que de coutume. Je m'excuse auprès d'Hélène Schumann qui est entrée dans le bureau et qui devait reprendre la main à partir de 14h30. On va se quitter en musique avec Itai Lévy et cet hommage, ce bel hommage à son père. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit pour une nouvelle édition du 14h. Vous êtes tout de suite en compagnie d'Hélène Schumann.